Marvin, 18 ans, vice-président du gang, est allé en prison 6 reprises. Son unique espoir, avoir une grosse moto, quitter ce quartier infect, rouler dans la nature jusqu'à l'oubli, jusqu'à plus soif. Raymond Girard, French TV. Ok, je vous attends. Ah, vous m'attendiez. Attention à la barre. Vous êtes barricadé. Je peux entrer? Oui, attention à la barre. C'est nécessaire, malheureusement. Karen Thorsen, on entre chez vous comme dans une véritable forteresse. Vous avez peur? Je suis désolée, mais oui, j'ai peur et je suis obligée. Je me suis fait cambrioler 2 fois. J'ai été attaquée dans la rue 2 fois. Ma voisine a été cambriolée 4 fois. Elle a été à moitié violée avant que son mari rentre par quelqu'un qui l'a croisée dans le couloir de notre immeuble. On habite dans une rue qui est soi-disant un des meilleurs quartiers de New York. Et pourtant, on a tous peur, on est tous derrière nos portes. Vraiment, oui, j'ai peur. On devient un peu paranoïaque à New York. Oui, et je n'ai pas l'habitude. Je suis née à New York, mais j'ai vécu avec mes parents à la campagne. On n'a jamais fermé une porte, on n'a jamais fait quoi que ce soit pour se protéger. On avait de la confiance dans la race humaine, mais maintenant, c'est horrible. Tout le monde est cambriolé, tout le monde s'achète quelque chose, ils attendent de le perdre dans l'espace d'un an. On achète, je viens de m'acheter une bicyclette, c'est la deuxième bicyclette que je m'achète. Et j'ai acheté une chaîne qui me coûte la moitié du prix de la bicyclette. C'est fou, parce qu'il faut que je protège cette bicyclette, je ne veux pas que ce soit volé comme la première. Il y a eu des incidents graves dans le quartier? Oui, dans la rue, enfin, il y a des tas de gens qui se font attaquer sur le trottoir par des gens qui les accostent, qui demandent leur portefeuille. Mais le pire, c'est que je le connaissais, même un vieux qui tenait une boutique où il vendait des ampoules, la lumière. Il ouvrait tôt un matin et quelqu'un est venu soi-disant acheter une ampoule et lui a tiré deux balles dans la tête et boum, il est mort et le voleur a pris, je ne sais pas, peut-être $20. Il vole pour des rien. Mais quelle est la principale raison de toute cette violence à New York? Je crois que ça doit être la drogue. Tous les drogués ont besoin de se piquer avec quelque chose tous les jours. Ils ont besoin de s'acheter leur drogue et ils volent vraiment des riens. Des télévisions, n'importe quoi, pour $2, juste pour avoir ce qu'il leur faut chaque journée. Je crois qu'il y a au moins 350 000 drogués à New York et ça augmente tous les jours, toujours des nouveaux addicts. Et il faut qu'ils s'achètent leur drogue et nous, on est les victimes. On se barricade chez nous, c'est nous en prison. Eux, les criminels, sont dehors dans la rue et nous, on est à la maison. À New York, il se commet 5 à 6 meurtres par jour. La criminalité augmente de 11% par an. Face à cette vague de violence, 32 000 policiers seulement pour 12 millions de citoyens. Alors qu'à Paris, en comparaison, on en compte 30 000 pour 7 millions d'habitants. Pour pallier cette insuffisance numérique, la police de New York dispose d'un centre de communication remarquable, le 911. Sans doute le plus moderne du monde. Okay. Hold on. What's your address? Maple? C'est ici que sont reçus tous les appels d'urgence provenant des 5 grands districts de New York. 18 000 par jour, près de 7 millions par an. GRE.
Un appel sur 3 nécessite l'intervention de la police. 10 Adam, okay. 10 Adam. Adam at 26th Street and 7th Avenue, 26th Street and 7th Avenue. On the corner, mini complaint 1022 of New Orleans. Grâce aux voitures radio qui patrouillent jour et nuit les rues de New York, la police est souvent sur les lieux 5 minutes après l'appel. 10 Edward, go ahead. Informed by a passerby that at 303 West 29th Street. You got the binoculars, by the way? Ces images, volées sous la protection de 6 policiers armés, illustrent l'extrême insécurité des bas quartiers de New York. Ce n'est pas un pur hasard si le taux de criminalité le plus élevé se trouve dans les ghettos misérables de Harlem, de Bronx ou de Brooklyn. Let's go. Look, go over down Madison on 31st Street. Maybe we'll spot something down there. Because I haven't seen Manny. So. None of Jerry's not around either. Al Capone is gone. Prison. C'est ici que vivent la plupart des 1 350 000 chômeurs et nécessiteux de New York. C'est laissé pour compte de la société de consommation. Tout ce qui enserre le cœur de Manhattan, la grande Babel du dollar, n'est qu'un vaste taudis. D'éminents sociologues estiment que l'unique solution consisterait à raser les 3/4 de la ville. Le Bureau des narcotiques et autres drogues dangereuses, organisme fédéral chargé de la répression du trafic, vient de publier quelques chiffres effarants. Il y aurait 600 000 drogués aux États-Unis, dont 300 à 350 000 pour la seule ville de New York. 50 à 80% des crimes, qui vont du vol à l'attaque à main armée, de l'agression dans la rue à l'assassinat, leur seraient imputables. Pour subvenir à ses besoins, le drogué moyen doit trouver 30 $ par jour. Ce qui expliquerait en grande partie les vols commis à New York et qui s'élèvent au chiffre fantastique de 6 milliards de dollars par an. Les prisons de l'État de New York sont archi-combles. Par la force des choses, les tribunaux appliquent généralement la peine minimum. Par exemple, ce drogué que l'on vient d'arrêter sera vraisemblablement relâché dans 1 mois. Go ahead, walk straight down. Okay, now take your shoes and turn them upside down. Okay, fine. Dans les taudis de Harlem et du Bronx, s'entassent tous ceux pour qui le rêve américain est devenu un véritable cauchemar. Ici, les immeubles les plus récents ont un demi-siècle. La proportion de drogués y est 5 fois plus élevée qu'ailleurs. La brigade antidrogue poursuit trafiquants et revendeurs avec une passion féroce. Mais en dépit de ces descentes quotidiennes dans ces immeubles abandonnés où les drogués viennent terminer leur voyage, les statistiques prouvent que la situation s'aggrave de jour en jour. Ici, au moment où l'immeuble est investi par la police, les drogués jettent dans la cour les sachets d'héroïne.
Who lives here? Where? But who lives here? Who pays the rent? Me pay rent, guys? Who pays the rent? I pay rent $75. Une nouvelle fois, la perquisition se révélera inutile. Les sachets d'héroïne, les aiguilles hypodermiques, tout a disparu comme par enchantement. La brigade antidrogue travaille sur renseignement. La plupart de ces indicateurs sont des drogués. Mais il est difficile de remonter jusqu'aux trafiquants. Tout au plus réussit-on généralement à mettre la main sur un petit revendeur. Celui-ci proteste de son innocence. Il a $200 en poche et il déclare que c'est l'argent du mois pour nourrir ses enfants. This is $90 I got for my children's clothes. You've just arrested this man? Yes, I have. Le lendemain, nous le retrouvons au commissariat. On a saisi sur lui 200 sachets d'héroïne. Une prise moyenne qui lui vaudra sans doute 3 mois de prison. Et puis, comme tous ces pourvoyeurs de mort, comme on les appelle à New York, il reprendra son sinistre négoce. This is a bad area. Yes, sir. And how long will he be put in jail? It's up to the judge. Yeah, but generally, how much is it? In similar cases. How many? 90 days. À New York, 4000 personnes meurent chaque année d'abus de drogue. Come on. Come on. Yeah, we don't want to be filmed. Yeah, I don't want to be on any films, man, because if I'm on the films, I'm going to sue. The camera's looking right in my face. You understand? Une nuit d'été, une nuit chaude, en somme, une nuit comme les autres dans l'un des 3 grands hôpitaux de New York. Combien d'urgences avez-vous chaque nuit? Urgence, on en a beaucoup. Des cas graves, disons, de gens blessés par coup de poignard, par coup de balle, il y en a 5 ou 6 par jour. Surtout, il y a des cas de drogués qui viennent en coma, et il y en a une bonne vingtaine. En état de crise aiguë. En état de crise aiguë, en coma. Vous croyez qu'il y a un culte de la violence pour la violence en Amérique? Je crois qu'il y a un arrière-fond de violence dans l'histoire américaine. Violence qui subsiste d'ailleurs depuis le début du pays. En Chicago, vers le début du siècle, à Boston, il y a une trentaine d'années. Mais la violence telle qu'elle existe aujourd'hui à New York est effarante. Je ne sais pas où on en est. Pensez-vous avoir atteint un point de non-retour? Moi, je ne dirais jamais qu'il y a un point de non-retour, mais moi, personnellement, je n'oserais pas suggérer la voie qu'il faudrait prendre pour le retour. Tant qu'il y a une ville, tant qu'il y a des êtres humains dedans, moi, j'ai quand même cet optimisme d'humaniste. Il y a toujours une possibilité. Voici une dizaine d'années, décimés par la drogue, les gangs de rue avaient pratiquement disparu.
Aujourd'hui, ils refont surface, plus violents et plus sauvages que jamais. S'ils ont mis un terme aux agissements des trafiquants de drogue, les gangs ont imposé leurs lois, celles de la tribu primitive, dans de nombreux quartiers. Blackie, le président des Crânes Sauvages, l'un des gangs les plus violents du Bronx, sort de prison. Accusé de viol et de cambriolage, il attend son procès. Il proteste de son innocence. Ce sont les flics qui ont voulu m'avoir, déclare-t-il. Il était à l'hôpital au moment où se sont déroulés les faits qu'on lui reproche. Il avait reçu une balle dans le foie et avec une certaine complaisance, il nous la montre. Oh, you got a bullet there? Quant à la société américaine, elle ne le concerne pas du tout. Il sent bien qu'il n'y a aucune place pour lui dans ce système qu'il rejette avec une violence désespérée. Against the whole system. You feel that there is no room for you in that society? There ain't none. There ain't none. What is your hope? Marvin, 18 ans, vice-président du gang, est allé en prison 6 reprises. Son unique espoir, avoir une grosse moto, quitter ce quartier infect, rouler dans la nature jusqu'à l'oubli, jusqu'à plus soif. Les policiers de New York ne sont pas tous des tireurs d'élite. Mais pour eux, la rapidité est souvent une question de vie ou de mort. L'an dernier, 15 d'entre eux ont été tués dans la rue. One hand on the gun, free hand across the chest, not on your knee, not behind your back. Protect the vital areas of your body. William Delahunty, vous êtes policier à New York depuis 10 ans. C'est un métier qui vous plaît? Beaucoup moins maintenant. Je pensais toujours, ça me plaît beaucoup. J'étais en service militaire pendant 4 ans, je pensais que ça doit être à peu près pareil. Maintenant, je trouve que c'est très difficile comme métier et très dangereux. Quels sont les quartiers les plus dangereux? Quartier pauvre, Harlem, le Bronx dans le sud, Bedford-Stuyvesant. Vous croyez qu'il y a suffisamment de policiers à New York? Si nous laisse faire comme on devrait faire, il y a assez de policiers, oui. Qu'entendez-vous par si on nous laissait faire? Bon, maintenant, les lois sont beaucoup trop libres pour le criminel et ça nous restricte beaucoup de trop. Trop restreint par les lois, mais c'est-à-dire qu'un criminel n'est pas condamné, c'est ce que vous voulez dire? Bon, on peut l'arrêter. Ailleurs, peut-être, il peut avoir 1 an en prison. Ici, tout ce qu'il va avoir, c'est 1 ou 2 mois pour le même crime. Il vous arrive d'avoir peur dans l'exercice de vos fonctions, dans la rue? Vous avez peur des fois? Oui, ça m'arrive souvent. Quand, par exemple? Quand je suis toute seule dans la rue, il y a une grande bande autour de moi, 25, 30. Je me sens seul. Il vous est arrivé d'avoir des ennuis très graves? J'étais blessé 1 fois dans la rue, à cause de plusieurs gars. Et vous avez sorti votre arme? Oui. Est-ce que vous êtes autorisé, vous avez le droit de tirer? Cet instant, oui, j'avais le droit. Parce qu'il m'a déjà fait tomber par terre, il m'avait tapé. Et vous avez tiré? Non. L'instant où j'étais prêt à tirer, il y a plusieurs agents qui sont venus pour m'aider, me sauver. Lorsque vous avez été agressé par cette bande de voyous dans Harlem, est-ce que les gens étaient prêts à vous porter secours, à vous aider? Non. Non? Non. Et à quoi attribuez-vous cette attitude de la population? C'est une attitude générale de tout le pays, pas juste cette ville. Ici où je travaille, je le vois plus souvent. Et vous croyez que depuis 10 ans, la situation s'est dégradée, que c'est devenu pire? Beaucoup pire. On ne peut même pas sortir dans la rue maintenant, tard. Par exemple, à Central Park, c'est un suicide. Si on va à Central Park la nuit, c'est qu'on est candidat au suicide. Ouais, après 9h, 10h la nuit, on ne devrait pas sortir. À New York, la presse n'est pas tendre à l'égard de la police, qu'elle accuse de brutalité et de corruption.
Mais une enquête récente montre que 80% de la population des grandes villes a peur de sortir le soir et que 70% des citadins sont prêts à payer plus d'impôts pour obtenir une meilleure protection. Monsieur le procureur, il y a à New York 300 000 drogués, il y a en moyenne 5 meurtres par jour, et l'an dernier, 15 policiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Ces chiffres expliquent peut-être l'angoisse que ressentent les citoyens paisibles de New York. Croyez-vous que la violence ait atteint ici un point de non-retour? Oui, nous l'avons atteint presque. Je suis de nature optimiste, mais je trouve que les chiffres que vous citez et cette crainte et ces problèmes sont indéniables. Quand même, ce qu'on cherche ici, c'est de ne pas trouver tout simplement des solutions policières aux problèmes, mais peut-être de provoquer un certain civisme, le civisme inné dont on parle tellement aux États-Unis, un certain prise de conscience pour que les gens se réunissent pour combattre à ces problèmes sociaux qui provoquent toute cette violence. Il y a un exode des classes possédantes, des centres des villes, les gens qui s'échappent aux banlieues, et ça laisse les centres urbains dans une situation de banqueroute presque. Eh bien, je crois vraiment que les problèmes de New York sont plus grands que les problèmes ailleurs, mais c'est des problèmes communs dans tous les centres urbains des États-Unis. La solution dépend de l'effort de tout le monde et qu'on ne peut pas tout simplement poursuivre son propre intérêt. Puisque, comme on dit, et peut-être c'est très vrai, si tout le monde s'échappe au problème, New York deviendrait, comme les grands centres urbains, une ruche où les gens reviendront la journée travailler dans les voitures blindées et quitteront le soir à 6 heures quand la nuit tombe. Est-ce que vous estimez que les solutions qu'on apportera aux problèmes auxquels New York doit actuellement faire face pourront servir d'enseignement pour les autres grandes villes en Europe ou en Asie, par exemple? Moi, je crois, oui. D'abord, c'est pourquoi moi je suis allé en France et je crois peut-être pourquoi vous êtes ici, puisqu'on apprend toujours des autres comment faire aux mêmes problèmes, comment y résoudre. Mais je crois que dans les grandes villes, surtout dans les pays de l'Occident, qu'il faut renoncer à la recherche de l'argent, à la recherche de l'intérêt de soi, et que dans la ville, que dans la vie commune où tout le monde y participe, qu'on peut trouver vraiment une certaine prise de conscience qui donne une vie meilleure, pas une vie peut-être meilleure sur un plan matériel, mais une vie meilleure humaine. Et je crois que dans cette mesure, l'Europe, même maintenant nous, on peut apprendre de ce qui est arrivé dans les grands centres urbains aux États-Unis et particulièrement à New York.